Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur ce qui s'est passé en Russie hier, ou en tout cas notre avis là-dessus. On va également aller voir la price action, bien sûr, sur BTC, faire un petit tour sur les news et surtout aller voir tout ce qui se passe au niveau des liquidités et du sentiment. En passant partage d'écran, j'en profite pour insister sur le fait qu'il faut vraiment mettre un pouce bleu. En ce moment, c'est assez difficile de pousser la chaîne, donc n'hésitez pas à nous aider, enfin à m'aider tout seul, puisque je suis tout seul, dans ce sens. On est là sur le Bitcoin face au dollar, comme d'habitude. Globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est finalement au contact ici d'une résistance qui ne passe pas. C'est plus ou moins l'ancien plus haut, tout simplement, les 31 000. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça ne peut pas passer? C'est ce qu'on va regarder un petit peu dans les time frames un peu plus petites. À ce stade, on peut pas vraiment dire que cette correction-là soit moche. Encore une fois, on a quelque chose qui descend, qui vient nettoyer une partie des longues qui sont sur ce mouvement. Le fait d'aller sous la structure ne serait pas nécessairement une surprise. Le fait également de revenir tester ici le V, la vallée qui est ici, ne serait pas une surprise non plus. On perd une heure, donc je vais vous descendre sur la 1 heure ici, en termes de trend, vous voyez. Hop. On perd une heure, donc ça c'est pas très bon. Ici, vous voyez, on avait une heure qui était là, qui s'aplatit, qui est en train de passer comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut penser à ce stade-là? Si elle s'aplatit, elle va continuer à s'aplatir. Sous-entendu, on va attaquer ce point pivot qui est là. Relativement simple à regarder également. Si jamais on rebondissait sur ce point pivot, vous comprenez que ça nous donnerait un superbe flag, si jamais on le cassait, bien évidemment, encore une fois, en haut. Ici, je donne des scénarios probables, je ne donne pas nécessairement je fais pas de Nostradamus, mais là, à ce stade, sinon, on aurait un bon signal que le mouvement est parti pour continuer jusqu'à 33-34. À ce stade ici, quand même, bien évidemment, on avait considéré qu'il était important de prendre une prise de profit déjà sur les 30 800, et c'est chose faite. Maintenant, à ce stade, soit on touche à rien, soit on décide que ça va baisser, même si c'est pas forcément nécessairement une certitude. Il faudrait voir déjà si cette 1 heure, la suivante, va baisser. Et éventuellement, est-ce qu'on va attaquer d'abord dans un premier sens le V qui est ici, celui qui est là également, perdre ce support-là et aller effectivement en bas du flag pour retester la trend qui est celle du bas qui est ici. C'est une bonne question. On est dimanche, donc on va pas s'attendre non plus à une volatilité extrême. En ce moment, le week-end, c'est assez calme. On va pouvoir également nettoyer la chart. Je pense qu'on peut enlever ça. Je pense que ces supports-là, ils sont assez évidents. Et ça, c'était des targets qui ont été atteintes, donc on peut les enlever. On va enlever celle-ci également. Et puis pour le moment, on va regarder peut-être cette histoire de flag, je veux dire. Ici, il faut bien comprendre que ça, par contre, c'est pas très joli. Vous voyez, ce type de canal ascendant, là où on galère à monter, où il commence à y avoir des divergences, c'est pas nécessairement une structure très jolie. Donc la petite structure ici à l'intérieur est plutôt décente si jamais on n'enfonce pas la structure dans sa totalité. Et je vais vous donner deux exemples en daily de deux fois où ce type de choses a pu arriver, et c'est relativement récent, donc vous devez théoriquement comprendre de quoi je parle. On avait ici par exemple typiquement ce type de structure ascendante qui galérait un petit peu à monter. Vous voyez qu'on a dû nettoyer sous la structure, venir chercher la vallée précédente qui est ici pour ensuite repartir. Alors repartir, après on n'a pas nécessairement pété la trend de distribution qui se trouvait en haut, mais vous voyez que ici le prix a eu besoin de passer sous la structure pour revenir tester cette trend là. Donc ça c'est intéressant. Ça, c'est une première hypothèse qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire, sous-entendu, repasser sous la structure et revenir tester, bien évidemment, les 28 200. Attaquer le V suivant qui est ici. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Encore une fois, possibilité également qu'on rebondisse dans la structure, et vous le voyez ici plus ou moins ce qui s'est passé. On avait un petit peu la même chose ici, on a rebondi dans la structure et on est revenu rechercher ici la trend supérieure. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on peut éventuellement voir dans cette structure? Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais on peut voir une prise de liquidité sous la structure, l'attaque du V précédent. Là, on l'avait presque faite, d'ailleurs, on n'était vraiment pas très loin, et on a fait ici, vous le voyez, quand même cette prise de liquidité sous la structure. Donc on peut peut-être imaginer ici, dans le cadre de cette correction-là,
qu'il y aura une attaque sous la structure, à minima sous les 29,5 et peut-être potentiellement jusqu'au 28,2. Ça, c'est les deux probabilités, d'accord. Après, on peut continuer à diverger en montant comme ça, hein. Vous comprenez ici que tout ça, c'est beaucoup plus long que ce qu'on anticipe déjà au niveau de quelques jours ici. Donc on peut continuer à diverger, à augmenter un petit peu. On peut également décider tout de suite de venir prendre la liquidité sous la structure. Probablement beaucoup de stops qui désormais, par exemple, tous ceux qui sont rentrés sur ce mouvement-là, ici, probablement qu'à ce stade, ils ont monté leur stop loss. Ils ont monté leur stop loss, bien évidemment, sous la structure précédente. Donc voilà pour l'analyse, je dirais, jusqu'à 1 heure sur BTC. Si jamais on regarde Ethereum, BTC, léger rebond, je pense pas nécessairement. Alors maintenant, on est parti dans l'idée que Ethereum, BTC pourrait potentiellement revenir chercher ici un petit peu plus bas. Pourquoi ça? Parce que d'abord, on a ça qui a délivré très fort. Donc on s'attend à corriger éventuellement une partie et à avoir une potentielle descente en 3 vagues. Pour le moment, on n'a qu'une vague. Sauf à dire que ça, c'est une flat, ce qui est possible hein, aussi. C'est-à-dire 1, 2, 3. Là, on aurait une flat en running. Et puis là, en fait, on est déjà dans une impulsive qui pourrait aller plus bas. Ou sauf à dire également, à l'inverse, que ça, c'est une flat, 1, 2, 3. Et que là, du coup, on est en train de péter également plus bas et de faire une 5e vague. Néanmoins, cette 5e vague, elle est censée se faire à peu près en 3. Donc, dans tous les cas, on peut s'imaginer que ça, c'est juste un rebond technique pour le moment d'Ethereum vers Bitcoin. Ce rebond technique, on en a un petit peu besoin quand on regarde un petit peu la structure sur Ether. Le problème, c'est qu'Ether est vraiment sur une résistance majeure. Ici, vous voyez que je vous ai mis en daily, mais même ça ressemble vraiment à une mèche. Vous voyez qu'on a une prise de liquidité et on redescend. Il suffit que je mette en 2 days, donc en 2 jours ou en weekly, et ça deviendra une résistance weekly. Donc elle est extrêmement puissante. Tout ça est extrêmement puissant. Le refus d'attaquer tout simplement ce pic, la notion de vallée et de pic, le refus d'attaquer cela est relativement évident. Vous comprenez qu'Ethereum est dans une structure ici à ce stade qui est baissière. On a ici une très légère prise de liquidité au-dessus de la structure via ce biseau qui a désormais trouvé sa target. Maintenant, on a également ce biseau-là, enfin c'était un élargissement plutôt d'ailleurs, et ce biseau-là qui est cassé aussi et qui pourrait lui aussi venir chercher sa target, c'est-à-dire au-delà de la structure. Sous-entendu, ce rebond d'Ethereum par rapport à BTC, est-ce qu'il va pas nous donner ce fameux mouvement qu'on attendrait au niveau chartiste pour avoir les 2159 $? Et puis s'en va. Voilà, ça c'est une bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est-à-dire surperformance pendant quelques jours d'Ethereum par rapport à BTC, et puis ensuite finalement on dégage vers le bas. À ce stade, on amènerait ici du coup Ether à... parce que là vous avez un élargissement et vous avez un biseau, les deux ont cassé. Si je calcule la target de l'élargissement qui est ici... Hop, je prends la totalité de l'amplitude de la figure que je reporte au point de cassure. Vous voyez qu'on a la convergence de ces targets-là, c'est-à-dire une target pour Ethereum à ce stade de 2156 $. C'est Bitcoin qui va donner le ton. Et on verra si tout ça se produit. Pour le moment, on ne peut pas réellement faire de conjecture, mais d'une certaine manière, si on arrive à passer ici cette résistance, il y a d'énormes chances qu'Ethereum vienne visiter les 2150 $, d'autant plus qu'on a de la liquidité en short, et elle n'est pas si vieille que ça, vous le voyez ici, 1, 2, là on vient de prendre celle-ci, est-ce qu'on va pas avoir une poussée assez subite pour venir chercher le reste? Bonne question, à vous d'y répondre personnellement, et d'établir une stratégie en fonction. Moi je vous donne plus ou moins ici les clés. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a un pseudo ici rebondissement de l'Ethereum dominance sur sa grande ligne. Dans les grandes lignes, voilà, Ethereum dominance pour moi, là on va avoir une résolution très rapide, très prochainement, entre ce qui se passe depuis 2019 et ce qui se passe depuis encore plus longtemps. Ici, vous voyez, on est en 2018. Cette ligne-là, on n'arrive pas à la passer sur l'Ethereum dominance. Et ici, vous voyez cette trend qui date depuis 2019 ici. Donc, on est vraiment ici, et c'est extrêmement propre au niveau de la dominance d'Ether, à un point pivot. Soit c'est cette ligne-là qui gagne, sous-entendu, on a un énième rejet, d'accord. Soit c'est cette ligne-là qui gagne, sous-entendu, la dominance de Ethereum explose. Et là, je vous ai déjà montré les targets dans des vidéos précédentes, mais ça risque d'être assez violent en termes de dominance pour Ethereum. On s'attend à de la législation aux US courant juillet.
Est-ce que cette législation va être bénéfique ou maléfique pour Ethereum? C'est un petit peu la question du moment. Bien évidemment, si Ethereum est considéré comme une security, vous comprenez que du coup ça sous-entend qu'il va y avoir des ETF sur Ethereum également, que tout l'argent institutionnel va rentrer de manière très puissante sur Ethereum. Ethereum d'ailleurs se prépare à ça potentiellement en passant les nœuds Ethereum de 32 Ethereum à, je crois que c'est 2048 si je me trompe pas. Donc il y a toute une préparation au monde institutionnel peut-être sur Ethereum qui est en train de se faire. Si jamais c'était le cas, bien évidemment, on aurait potentiellement ici, étant donné que Ethereum est stackable et donc peut proposer un rendement, un petit peu comme des bons du trésor américain, la possibilité pour les institutionnels eh bien, de rentrer, stacker et valider. Sur Ethereum également, il faut comprendre que il faut que la market cap augmente énormément pour que le stacking reste intéressant. Sous-entendu, vous avez sur le stacking un pourcentage du nombre d'Ethereum en circulation. Je crois que c'est à peu près 10 ou 15%. En tout cas, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait, je crois, prendre sa retraite grâce à Ethereum et qui peut vous donner ici énormément de comment est fait le stacking et comment est calculé en gros le rendement. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Le total 3, c'est-à-dire toutes les alts sauf BTC et Ethereum. Pour l'instant, on est sur résistance également. Résistance dans deux sens, mais ça j'en ai déjà parlé hier. Ici, la trend qui pourrait nous montrer une résistance très prochainement. Et ici, eh bien, cette espèce de double top ici qui malheureusement pourrait ne pas céder. Est-ce qu'il peut céder? Bien évidemment, ça serait un excellent, comment dire, déjà à ce stade. Là, ça sous-entendrait que voilà, on en est sorti un petit peu sur les alts et on a trouvé le bottom. La structure reste ascendante. Hein. Si on arrive même à prendre ici ce qu'il y a au-dessus, vous comprenez qu'on a une structure qui reste ascendante. Donc ça serait plutôt une bonne chose. Néanmoins, on a parlé hier du scénario où effectivement, on vient chercher la target de ce double top ici et on revient tester le bas du biseau autour des 268 milliards de dollars. Et là, comprenez bien que la narration de la législation qui a priori devrait être débattue en juillet pourrait bien évidemment, et c'est même Powell qui l'a dit, hein. Powell a dit courant juillet il va falloir qu'on fasse quelque chose sur la crypto parce que il va falloir une législation et sur les stablecoins et une législation sur la crypto dans son ensemble, soit délimiter un petit peu une nouvelle classe pour les assets digitaux qui ne sera ni security ni commodity mais qui donnera bien évidemment ici les clés un petit peu de comment doit s'organiser ce marché, soit tout simplement eh bien faire une vraie ligne rouge entre qu'est-ce qu'une security et qu'est-ce qu'une commodity, surtout au niveau des cryptos. Cela dit, en ce moment, ça se porte plutôt pas mal, donc on est content. On va désormais passer sur la news. La news, c'est bien évidemment la décision de Prigojine de ne pas monter jusqu'à Moscou. Il y a énormément de théories possibles par rapport à ça et par rapport à ce qui se passe. Je trouve qu'il y en a deux qui sont intéressantes. La première, c'est un petit peu la mienne, celle que moi j'ai échafaudée, c'est-à-dire Prigojine est un mercenaire, c'est un businessman, il a pris un chèque de la CIA. On sait d'ailleurs que la CIA a un trou de 6 milliards cette année. Je pense, je sais pas si c'est toute l'intelligence américaine ou toute, mais il y a un trou de 6 milliards qui n'est pas expliqué. Il y a régulièrement des trous, c'est bien évidemment ici les caisses occultes, les fonds noirs, etc. Et cette année, il y en a eu énormément. Vous comprenez ici où ils sont partis probablement sur cet affrontement entre l'OTAN et l'armée régulière russe. Ici, il faut comprendre que qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, d'une certaine manière, Prigojine renonce. Soit il a pris un chèque de la CIA et derrière il a pris un chèque de Poutine, un troisième chèque, hein, puisque Poutine lui avait fait un chèque au départ pour aller faire la guerre. C'est un mercenaire. Deuxième chose, on lui fait un chèque derrière pour à nouveau se retourner contre son boss. Et puis troisième chose, finalement, on accepte ici de lui faire un nouveau chèque. Prigojine se retrouve en Biélorussie. A priori, en tout cas, c'est les informations qui circulent. D'une certaine manière, il perd son armée, hein, donc il perd ici la totalité de son influence, notamment en Afrique où il était vraiment très très bien vu parce qu'il a énormément combattu Daesh, etc. Il y a beaucoup de... Il avait là-bas une cote de popularité, il y a toujours des gens de Wagner qui sont là-bas, etc. Et l'armée Wagner est probablement intégrée ici à l'armée régulière. Est-ce que Shoigu va sauter ou pas? Ça, c'est un petit peu la question du moment. Apparemment, il y a un meeting qui est prévu entre lui et Poutine demain. On ne sait pas si Shoigu va sauter, mais si Shoigu saute, finalement, voilà, Prigojine aura pris ses 3 chèques, il aura eu ce qu'il
qu'il voulait, au sens où Shoigu saute et finalement il se retrouve en Biélorussie. Il n'a qu'à attendre finalement de remonter un petit peu dans le cœur, enfin en tout cas éventuellement reprendre un autre chèque de la CIA à nouveau, ou je ne sais pas, mais a priori attendre un petit peu, remonter en popularité en Russie, et éventuellement s'il a des velléités de pouvoir, ce dont je doute de sa part, même s'il a goûté à la médiatisation, et Dieu sait que en Occident il a été ultra médiatisé tout simplement parce que c'était intéressant pour l'Occident d'avoir cette narration. Il faut bien comprendre ici en Occident qu'est-ce que vous avez, notamment en France. Nous, on a par exemple LCI qui sont les plus vindicatifs par rapport à la victoire de l'Ukraine qui serait imminente, ou en tout cas sur lequel le sentiment est extrêmement pro-ukrainien et on va dire, va-t-en-guerre. Eh bien, sur LCI, c'est qui? C'est TF1, et TF1, c'est qui? C'est Bouygues, un groupe de construction pour faire du béton et qui pourrait potentiellement avoir des intérêts, bien évidemment, d'une part à reconstruire l'Ukraine et d'autre part, éventuellement, derrière, si jamais le pouvoir russe était renversé, eh bien, à avoir des intérêts énormes en Russie. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. D'ailleurs, c'est rigolo, on voit sur l'image là un Leroy Merlin. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, d'ailleurs les Russes disent Leroy Merlin, c'est assez rigolo quand ils vous disent on va à Leroy Merlin, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à ça c'est la première théorie, c'est-à-dire Prigojine a pris 3 chèques, il n'a jamais réellement eu l'intention d'aller où que ce soit, mais il a pris l'argent là où on lui proposait. Encore une fois, c'est un businessman, un mercenaire qui vient éventuellement prendre la thune là où elle est. Là où c'est intéressant, c'est moi je suis des canaux russes, je suis des canaux américains, et je suis des canaux français qui sont chacun d'ailleurs de divers bords, mais en l'occurrence quelqu'un que j'aime bien suivre parce que tout simplement il pose des questions intéressantes, c'est Idriss Aberkan, que vous connaissez sûrement, puisque de toute façon je pense que si vous suivez la chaîne, vous avez un petit peu la volonté de essayer de réfléchir un petit peu, donc voilà. En l'occurrence ici, Idriss Aberkan nous dit que ça pourrait être aussi une maskirovka. Je connaissais pas ce terme avant de regarder la vidéo de Aberkan, mais je trouve que c'est super intéressant aussi. Sous-entendu, ils étaient tous au courant, ils ont préparé tout ça. Éventuellement, Prigojine a fait lui-même des clins d'œil à la CIA en leur disant bon, vous voyez, moi je suis plus très ok. Il a pris les contacts, etc. Et pour Poutine, qui est quand même un professionnel du KGB au départ, cette maskirovka, elle permettait pas mal de choses. Sous-entendu, déjà faire le tri dans ses rangs, savoir qui voulait le trahir ou pas. Donc il aurait fait ça, je répète, de mèche avec Prigojine. C'est vrai ça a été étonnant de voir à quel point il y a eu très peu de résistance sur leur montée vers Lipetsk. Il y a eu très peu de résistance, donc ça c'est intéressant à regarder, de se dire ça serait peut-être un peu trop facile, non? On sait qu'il y a eu un dépôt de carburant explosé. Bon, ça, c'est pas très compliqué de faire semblant que ce soit le cas. Et 3 ou 4 hélicoptères, c'est pareil, vous prenez des vieux hélicoptères au rebut, vous faites tirer une roquette. Enfin, finalement, on n'a pas eu tant d'images que ça, d'une certaine manière. Donc, ça pourrait être ici, un petit peu quelque chose de fabriqué. Pour faire quoi? D'abord, pour montrer que la Russie est dans un moment de faiblesse, sous-entendu, pousser les Ukrainiens à attaquer plus vite qu'ils ne soient prêts pour le faire, et derrière finalement les attendre avec toujours un poste de commandement à Rostov, toujours les choses qui fonctionnent tout à fait normalement, alors que on va dire dans les faits est tout simplement de dire mon camp est désorganisé, viens m'attaquer, et derrière finalement d'être beaucoup plus organisé que ce qu'on pensait pour le faire. Il n'y a pas eu, on le saura peut-être dans les 2-3 prochains jours, il n'y a pas eu d'énormes pertes ukrainiennes, ou en tout cas j'en ai pas l'impression. Et il n'y a pas eu non plus, il y a eu des petites avancées peut-être ukrainiennes hier, mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une offensive d'envergure. Peut-être que la CIA s'est doutée de quelque chose, on sait pas du tout ici comment tout ça a pu se faire, mais je trouve que la vision de Aberkan est intéressante au sens où effectivement ça pose des questions, et tous les médias de grand chemin en Europe sont tombés dans le panneau. Aujourd'hui on parle d'une Russie affaiblie, etc. et tout ça. Maintenant, pourquoi j'y crois moyennement ? Parce que, d'abord, ce que je vois d'une certaine manière, c'est... et là, je vous mets, on a un sommet de l'OTAN le 11 et 12 juillet prochain. On revient d'ailleurs sur l'histoire de Poutine. Le problème, c'est que toute cette narration, elle affaiblit Poutine dans son propre pays. Maintenant, Poutine a une très bonne cote de popularité. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit, si vraiment il y a un affrontement, il y a des risques que ça soit un bain de sang, effectivement, parce que beaucoup de gens sont pro-Poutine en Russie, et beaucoup de gens ne vont pas adhérer tout simplement à la nouvelle administration, quelle qu'elle soit.
Deuxième chose, et qui est importante de comprendre, donc Poutine en sort affaibli, Prigojine en sort affaibli, puisqu'il perd son armée, encore une fois, il se retrouve un petit peu en Biélorussie apparemment. Et qui en sort grandi, c'est Loukachenko en Biélorussie. Donc ça, c'est possible que les trois soient mis d'accord pour dire bon, Poutine va manger son chapeau pendant un petit moment, Prigojine arrête toutes ses activités et finalement rentre dans les rangs, c'est-à-dire donne Wagner dans les rangs, et en faisant tout ça, on essaye d'organiser une espèce de mascarade pour essayer de montrer que le camp est affaibli. Les Russes l'avaient fait contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient énormément montré des volontés, par exemple, de négocier, des choses comme ça, etc., pour tout simplement mieux les défoncer derrière. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Mais sincèrement, en tout cas, de cette espèce d'épisode un peu bizarre qu'il s'est passé hier, Poutine sort relativement affaibli quand même. Il a montré que la Russie n'était pas défendue, que ça soit organisé ou que l'épisode se soit réellement passé. Dans tous les cas, ça c'est un fait, que la Russie n'était pas bien défendue. Et encore une fois, c'est Loukachenko qui en sort grandi puisqu'il intervient en médiateur, etc. Donc ça c'est relativement important. Pardon. Pas de sang versé du côté des Russes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pas de guerre civile, toutes ces choses-là. Encore une fois, aujourd'hui, enlever Poutine du sommet et du Kremlin. La question c'est qui suit derrière, et ça peut être vraiment largement pire que ce qu'on a là. D'une certaine manière, oui, largement pire, j'entends pour le monde dans son ensemble, peut-être pas pour l'Amérique dans son entité, mais il faut bien comprendre ici que l'intérêt de la France, par exemple, si je suis président français, doit être mon travail, sans être nationaliste, sans réellement ici dire, mais tout simplement ça doit être le boulot d'un politique ici, de travailler avec éthique, mais de toujours travailler dans le sens de son pays. Et on n'a pas vu, sincèrement, depuis ces 20 dernières années, beaucoup de politiques le faire. Je dirais même les 30 dernières années. Cela dit, donc sommet de l'OTAN à Vilnius le 11 et 12 juillet, donc le timing est plutôt bon pour avoir du mouvement au niveau, en tout cas, du front ukrainien. Timing plutôt bon pour avoir du mouvement, tout simplement parce que, Zelensky va devoir arriver avec des résultats les 11 et 12 juillet, faute de quoi on va lui donner moins d'armement. Donc ça, c'est une chose qui est relativement importante à comprendre. Il va falloir ici que ça bouge de ce côté-là. Si ça ne bouge pas d'ici le 11 et 12 juillet, donc c'est dans une quinzaine de jours, et ben à ce moment-là, il risque de ne pas avoir les mêmes dotations d'armement que ce qu'il avait par le passé. Troisième chose, et qui est extrêmement importante, Lockheed Martin, toutes ces firmes qui vendent les F-16, etc., ont très bien tourné cette année, et comprenez que tous les pays sont en train de s'armer à nouveau. Donc finalement, la narration ici, elle reste bonne. La volonté de faire tomber Poutine, elle est là, certes, puisque cette narration de dédollarisation du monde n'est pas bonne pour les États-Unis. On l'a vu d'ailleurs, et je pense que c'était là. Peut-être par ici, je vais vous le trouver. Voilà, Janet Yellen qui défend le dollar, la dominance du dollar dans un sommet à Paris contre le méchant Brésil, qui lui dit moi j'ai pas tellement envie finalement de rester dollarisé, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc il faut bien comprendre ici toutes les choses qui sont importantes à comprendre, encore une fois, et j'en ai beaucoup parlé cette année, mais l'Arabie Saoudite qui accepte de vendre du pétrole en yuan aux Chinois, c'est important, c'est la première fois, donc c'est extrêmement important, et la Russie qui dit désormais si vous voulez mon pétrole, vous l'achetez en roubles, c'est important. Ces narrations sont à mon sens, bonne pour Bitcoin, parce que Bitcoin peut être une troisième voie. Et aussi, également, si jamais il y a peu de confiance entre les acteurs quand ils fonctionnent, comprenez bien que même dans un monde en guerre, il y aura toujours du business. Le business, ça lie les gens. C'est quelque chose, c'est de toute façon, s'il y a du business à faire dans une zone, ça sera juste peut-être moins évident, peut-être plus cher, peut-être plus compliqué, mais il y aura toujours du business à faire. Ici, on l'a compris, par exemple, nous, regardez, l'Arabie Saoudite achète du diesel très peu cher en Russie pour son propre marché
marché intérieur. Donc finalement, les prix du pétrole ont baissé, y compris en Arabie Saoudite, et elle nous vend plus de son diesel puisqu'elle n'a pas besoin de ce diesel-là sur son marché intérieur. On a vu également du pétrole transité par d'autres pays pour finalement arriver, notamment la Turquie, du gaz et tout, etc. Toutes ces choses-là qui finalement étaient du pétrole russe, mais qui nous a été revendu raffiné par les Turcs ou ce genre de choses. Donc vous voyez que le business de toute façon se fera toujours. Le marché prendra toujours sa place, quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte géopolitique. Le problème ici, c'est bien entendu quelle est la vélocité de l'argent, à quel point l'argent va vite. C'est-à-dire à quel point le nombre de transactions peut se faire vite. Et la vélocité de l'argent, on en parle avec la crypto, et la crypto permet une énorme vélocité de l'argent, permet un paiement très rapide de toutes ces choses-là, y compris quand la confiance est à zéro. Sous-entendu, si jamais je ne fais pas confiance dans ta banque, tu ne fais pas confiance dans la mienne, il va falloir qu'elles se mettent d'accord pour qu'on aille sur une transaction, ça va passer par 50 000 avocats, 50 000 conseillers, etc. Si on passe par la crypto, c'est le code qui fait le boulot, il n'y a aucun problème là-dessus. Même chose également pour les réserves de valeur de votre propre pays. Si jamais vous accumulez ici plutôt d'une monnaie neutre, peut-être du bitcoin, peut-être autre chose, mais voilà, une monnaie neutre, comprenez bien que du coup cette monnaie neutre n'est pas sujette à ce que je freeze, à ce que je gèle vos réserves de valeur, comme on l'a fait dernièrement. Et la troisième narration importante de cette année, elle est là, elle est de dire on a accepté ici de geler les avoirs russes, ce qui n'avait jamais été fait par le passé. La finance est une arme, et donc du coup on a accepté de geler les avoirs russes tout simplement sur le sol, à la fois en euros et à la fois en dollars. C'est pour ça que le monde va vers effectivement une dédollarisation, quoi qu'il arrive. On a ici des gens également qui d'habitude étaient des pays qui étaient renversés en général. On l'a vu avec certaines on va dire dictatures ou oligarchies qui pourtant tenaient la zone quand même d'une manière relativement bonne et dans lequel le pays ne se portait pas si mal. Sous-entendu, par exemple, je pense à la Libye. Et en l'occurrence, on a vu ces dictatures sauter, et là, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que font ces endroits qui, finalement, sont, je dirais, plutôt non alignés? C'est même pas forcément des dictatures, c'est des gens qui en ont peut-être un petit peu marre d'être dans cette idée que le monde doit fonctionner en dollars, et donc que le monde doit payer le déficit commercial américain avec ses propres échanges. Et donc, du coup, on a toute cette partie-là du monde qui, aujourd'hui, peut aller se mettre dans le camp des BRICS et qui du coup a cette possibilité d'être protégé militairement par une tierce partie, tout simplement parce que ils ne vont pas dans le sens des États-Unis. Donc ça c'est important à comprendre. On a tout ça ici qui s'est mis en place dernièrement, et donc ça me paraissait important ici d'en parler. On voit ici Prigojine qui partirait vraisemblablement en Biélorussie. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? Pas grand-chose lundi. Mardi, on aura des infos sur le transport et l'immobilier, la confiance des consommateurs également. Et puis, on aura également, justement, on en parlait, la balance commerciale des États-Unis. On aura un discours de Powell. Alors, je sais pas où, je vais me renseigner probablement demain sur où est-ce qu'il va parler. Et ça sera mercredi. Un nouveau discours de Powell jeudi. Et le PCE qui va sortir, donc Personal Consumption Expenditure, sous-entendu un autre indicateur par rapport à l'inflation, et qui lui va nous donner un joli baromètre par rapport à tout ce qu'on peut. Est-ce que réellement on considère que l'inflation qui était sortie pour le mois de mai est plutôt bonne? Le prochain CPI, il aura lieu à peu près vers le 10 juillet, donc on va regarder un petit peu ça. On a pas mal de choses ici qui vont tomber autour du 10 juillet. Ici, on le voit, Poutine a été diminué pour toujours. On voit la narration ici qui peut-être fonctionne, si en tout cas c'est une maskirovka, et bien du coup fonctionne, et sous-entendu dit, regardez, on va dire l'ours dans sa tanière, il a pris plusieurs balles, il suffit d'y aller et de rentrer dans la tanière pour le terminer. Là, c'est peut-être pas forcément une très belle image, mais voilà. Et sous-entendu, allez, on y va, tout le monde va dire allez, on y va, et en fait finalement ils sont en attente, et ils sont tout simplement là pour vous mettre une grosse tatane. On va voir si c'est le cas. J'ai plusieurs visions moi par rapport à ça. La maskirovka, j'y crois pas beaucoup, au sens où je vois quand même Poutine sur son propre sol extrêmement diminué par rapport à cette action. Pourquoi? Tout simplement par rapport au discours qu'il a donné hier matin, où il parle des traîtres, etc. et tout ça. Et Poutine, on l'a jamais réellement vu ne pas mettre
ne pas réellement faire ce qu'il dit. Alors est-ce qu'on est dans un tel point où la guerre doit proposer une désinformation à l'autre camp? Est-ce qu'on est à ce point-là réellement où Poutine accepte vraiment de sortir extrêmement diminué d'une confrontation? On voit ici que Loukachenko arrive, il a été prouvé. Alors Poutine a plutôt intérêt par contre à donner du crédit à Loukachenko, puisque Loukachenko s'entend très bien avec Poutine, ou en tout cas il faut comprendre ici qu'il a plutôt intérêt à ce que dans son pays, Loukachenko ait une bonne popularité également, etc. Et donc du coup, à diminuer la potentialité de problèmes en Biélorussie, qui est un petit peu le dernier pays russophile. Hein. Les Russes et les Biélorusses sont extrêmement proches, à la fois dans la culture et à la fois, bien évidemment, dans ici ce que peut nous donner la suite et tout ce qui est armée, etc. Loukachenko a laissé passer Poutine, par exemple, quand ils sont allés en Ukraine. Les liquidations et liquidités. On a liquidé 100 millions, donc autant dire c'est une journée relativement normale, un petit peu péchue, et j'ai seulement un tiers sur Bitcoin et Ethereum, donc ça c'est intéressant. Vous voyez que Waves a pas mal pump, je crois qu'il a pris 40 ou 50%. Bitcoin Cash aussi, PEP. Globalement, là où c'est intéressant également, c'est que finalement, on avait peut-être des alts qui étaient un peu surshortées et qui, elles, ont potentiellement ici repris un petit peu d'open interest. Vous voyez que c'est pas vraiment le cas quand on regarde les liquidations dans l'heure ensemble. On a plutôt du long qui a pris cher ici, donc peut-être des longueurs retardataires, encore une fois, sur ces 102 millions, c'est-à-dire, sous-entendu, on pense que la structure va continuer, et finalement, ça n'est pas le cas. Je vais juste faire un petit refresh ici, parce que je ne l'ai pas fait, hop, et parfois, ça lag un petit peu, cette histoire de trading light. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le carnet d'ordre? Vous voyez qu'on est un petit peu au milieu de rien. Quelques ordres qui ont été pris ici autour des 31 000 $ tout pile. Beaucoup d'ordres à la vente qui commencent à... Enfin, quelques ordres à la vente qui commencent à se faxer ici au-dessus du prix. Est-ce que... Oui, on a peut-être légèrement augmenté au niveau de cette barre ici qu'on avait, vous le voyez ici, au niveau des 32 200. Et puis, qu'est-ce qui peut soutenir le prix en bas? Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure d'aller faire un tour sous la structure. Vous voyez qu'il va falloir pas mal de momentum pour y aller quand même, parce qu'on a un petit peu de Bitcoin ici à la vente. Alors, c'est pas énorme. D'ailleurs, d'habitude, je pense que j'ai le... Voilà. Normalement, une jaune, c'est à peu près 100 BTC. Donc, du coup, voilà, on est un petit peu en dessous. Voilà. Hop, je me suis... Voilà. Donc du coup voilà, c'est pas non plus extrêmement intense tout ce qu'on a entre les deux ici. Vous voyez que globalement, on a peut-être plus d'ordre à la vente que d'ordre en dessous, mais ici c'est pas extrêmement intense non plus. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des leviers? On est venu chercher les 2 points qu'on avait mis en court terme. On avait dit la journée de demain, il se pourrait qu'elle ressemble à ça, et voilà ce qu'on a eu. Globalement, comment ça s'est fait? Eh bien, déjà sur la structure globale, j'ai un prix qui latéralise, un funding qui latéralise, donc on a du monde dans les deux camps. On forcit ici au niveau des shorts et on forcit au niveau des longs. Ce qu'on peut voir au niveau des fermetures de contrats, c'est qu'ici on a liquidé beaucoup de monde. C'est peut-être probablement là, dans les dernières 24 heures, que d'ailleurs on a fait les 100 millions de liquidations et qu'on a liquidé plutôt du long. Vous voyez ici le nombre de contrats qui se ferment, c'est intéressant. Néanmoins, donc on ferme du long, le funding n'a pas plongé. Donc ça veut dire que j'ai un point de long ici, peut-être potentiellement à venir chercher ici dans la structure. Donc malheureusement, ça reste un niveau de price action assez tangible. Derrière, le prix augmente, mais le funding diminue. Donc on était légèrement shorté ici sur la zone. Ensuite, là j'ai peut-être un petit peu de long également sur ce point-là, puisque finalement j'ai une diminution du funding, donc pardon, ici juste là j'ai du short à nouveau. Ici le funding réaugmente un peu plus vite que, donc c'est pour ça qu'on continue à descendre, donc ça on va pas le noter non plus. Ici assez forte augmentation du funding alors que le prix latéralise, donc j'ai peut-être ici un point de long à venir chercher également, et à partir de là j'ai un prix qui augmente et un funding qui descend, donc malheureusement on se retrouve avec des niveaux un peu logiques de price action, donc ça nous dit pas énormément de choses tout ça, mais voilà à quoi pourrait ressembler la journée de demain. Sous-entendu, on reste un petit peu dans ce range un petit peu interminable. Demain c'est lundi, on a le retour des futurs ce soir, donc peut-être que ça bougera un petit peu plus que ça, on trouvera peut-être une résolution à ce range.
Sur Ethereum, on n'a pas pris les points clés, mais vous voyez qu'on s'en est approché assez fortement. Assez étonnant qu'on ne soit pas passé ici sous cette barre-là. Peut-être que ça suffisait. Peut-être qu'ici, on était peut-être plus en retard. Ici, vous voyez que, on va dire, on avait mis un assez fort niveau, tout simplement parce que là, on avait effectivement du long, et on avait vu aussi sur un autre mouvement, je pense que c'était par ici, ou non, c'était par là, qu'il y avait également du long dessus. Bon, on va garder ce niveau, hein, il n'a pas été touché, donc on le garde. Est-ce qu'on peut estimer qu'il est moins fort maintenant, parce qu'on est vraiment ici, sous-entendu, est-ce qu'on enlève le 2 pixels ou pas ? Non, on va pas le faire parce qu'il va y avoir encore plus de monde qui va se garer sous la structure ici, donc ça reste intéressant. Voilà, pas grand chose ici à dire. Est-ce que dans la structure on a eu des nouvelles choses qui se sont faites sur Ether depuis qu'on a fait la vidéo, et c'était hier ici, je sais pas pourquoi il m'a pas mis les niveaux d'hier d'ailleurs. 23 juin, je sais pas. J'ai peut-être pas fait la liquidité hier, je me souviens plus. Ici, j'ai un funding qui reste stable, alors que le prix descend, donc j'avais du long. Ici, j'ai un funding qui augmente, notamment fortement ici. Donc là, on avait un point de long à prendre, mais il a désormais été pris. Ici, ça se suit à peu près. Ici, ça se suit toujours. Ici, par contre, j'ai quelque chose d'intéressant. Le funding descend, alors que le prix augmente sur toute cette partie-là. Donc j'avais du short à prendre, mais il a déjà été travaillé. Ethereum qui vient faire un tour dans son funding négatif. Donc ça, c'est intéressant. Sur ce mouvement-là, on est même ultra shorté sur ce point-là, donc c'est rigolo de le voir, mais pour l'instant, pour moi, tout a été pris. Ici, augmentation du funding avec l'augmentation du prix, rediminution du funding, mais elle n'est pas énorme avec la diminution du prix. Sous-entendu, il y a peut-être du long ici sur le bas. Le funding devrait plonger ici un petit peu plus, et il ne le fait pas, il est plutôt à l'augmentation, vous le voyez. Donc on avait également du short. Après, derrière, donc là on a un petit peu de long, mais je vais laisser ce niveau, il est à peu près, on va quand même mettre un niveau ici, allez hop. Et ensuite derrière, le prix augmente très fortement, et jusque là, vous le voyez, le funding ne remonte pas, en l'occurrence jusque là. Donc ça veut dire qu'on est extrêmement shorté sur... En fait, finalement, tout le monde joue un petit peu la continuation de la structure baissière qui est ici. Ça n'est pas le cas, c'est comme ça que se construit un biseau. Enfin, vous voyez ici qu'on a un biseau, hein. Et donc du coup on vient à peu près chercher la target du haut de la vague 2 ici. À partir de là, le prix augmente, le funding augmente, donc c'est relativement normal. On voit quand même ici une extrême augmentation du nombre de contrats en circulation, donc on peut vraiment estimer ici qu'il y a du monde à venir chercher en longue en dessous. Est-ce qu'à un moment donné le prix diminue alors que le funding diminue? Non, on peut pas considérer ici qu'on est extrêmement shorté sur cette structure. On n'a pas pris le point qui est en haut ici, on a bien sûr du short ici, hein. En général sur les hautes structures on peut tout à fait dire que les hauts vont être repris, mais à ce stade je pencherais plutôt pour une baisse sur Ether, pas forcément prendre toute la structure, encore que ça pourrait être possible, venir chercher les 1855, on va voir ce que ça dit, on va voir notamment ici, vous voyez la demande au spot qui nous donne une trend très propre. Si jamais on cassait cette trend sur la demande au spot, et bien à ce moment-là on pourrait augmenter assez vite. Et également ce que j'ai à peu près, enfin ce que j'ai pas forcément développé tout à l'heure, ce sont les spreads. Et là où c'est intéressant, je trouve, sur Bitcoin, c'est qu'on a eu des petites incursions de spreads positifs. Moi, j'aime beaucoup les spreads positifs parce que ils peuvent ici nous dire qu'il y a une vraie demande au spot. Et puis, donc du coup, puisque vous avez bien évidemment un prix au spot qui est plus important que celui qui est sur les futurs. Donc plus de demandes sur le spot. Ici vous voyez qu'on avait eu une incursion dans les spreads. Est-ce qu'on va avoir des épisodes de spreads? Moi je regarde beaucoup les spreads. Est-ce que les spreads sont en train de diminuer peut-être très légèrement ici sur toute la structure? Vous le voyez, on a des spreads ici qui sont légèrement à l'augmentation alors que le prix descend. On va voir si, en tout cas, si on avait une bonne petite période ici en spread positif, ça serait plutôt une bonne chose. Sous-entendu, les gens achètent au spot. Ça sera plus cher d'aller éventuellement faire descendre les marchés dérivés pour venir liquider les gens trop optimistes. 31 milliards de dollars en position leveragée à venir liquider. Hier, on avait fait un petit pic, je crois, à 39.
Bon, on a du monde dessous quand même, hein, et c'est là qu'il faut être prudent. On a pas mal de monde sous la structure. Personnellement, vous le voyez ici, notamment, et ça, là, on regarde à peu près les 5 derniers jours, et ben, on a du monde, notamment, qui n'a pas été bouffé ici dans cette zone. Est-ce qu'ils ont déjà pris profit? Vous voyez que on en avait parlé avant-hier, et je vous ai dit, le funding n'est pas dans des zones non plus incroyables. Sous-entendu, ce qu'on voit ici, 40 milliards de positions leveragées, 30 milliards de positions leveragées au-dessus, on a quand même une bonne partie ici qui a pris profit. Hein, c'est une relative évidence, puisque le funding n'a pas monté comme de folie. Si on avait eu ici un funding qui augmentait énormément avec le prêt, on pourrait se dire, oula, attention, il y a vraiment du monde à venir chercher dessous. Mais il en reste du monde à venir chercher dessous. À partir du moment où le mouvement va s'épuiser sur le spot, et bien à ce moment-là, les prix vont être poussés vers le bas de manière à aller chercher toutes ces liquidations. Donc surveillez bien la demande au spot, et c'est pour ça qu'on fait nos analyses sur BTC, USDT, Binance au spot. Les analyses globales, après les niveaux de prix, bien évidemment, vous devez aller les chercher sur votre propre exchange. Personnellement, moi, je trade sur Bybit, et sur Bybit, bien entendu, je vais voir la chart Bybit pour faire l'analyse des niveaux réels que je vais pouvoir attaquer. Pareil sur Ethereum, beaucoup d'augmentation du delta, donc attention à ça, 7,50 milliards dorénavant en position leveragée à venir prendre. Sur la 12 heures sur Ethereum, désolé 40 minutes de vidéo encore, sur la 12 heures sur Ethereum, beaucoup plus de long que de short, donc attention à ça, là effectivement ça peut nous dire, eh bien le prix va partir en bas à court terme pour venir nettoyer ses positions fraîches tout de suite, sans qu'elles restent et sans leur donner sans leur donner la possibilité de prendre profit. Ici c'est pareil sur la 7 jours, et la 7 jours elle ment rarement, la 7 jours elle nous dit peut-être une prise de liquidité dans le meilleur des cas au-delà des 32. Allez, si jamais on force sur le spot ici, cette poche de liquidité ici sur les dérivés, à 31 600, vous voyez qu'elle est en train de passer dans le vert. Si on est sur shorté, si on arrive à la faire passer dans le jaune, et si on arrive à faire passer ici la zone des 33 000 dans le jaune, à ce moment-là, on peut viser peut-être 34, mais ça veut dire qu'il y a du monde qui veut acheter à 30 000 $. Est-ce qu'il y a du monde qui veut acheter à 30 000 $? Est-ce que le sentiment est suffisamment bon pour qu'on se dise qu'il y a du monde qui veut acheter à 30 000 $? Pour le moment, c'est pas nécessairement. Et vous voyez sur la 1 mois ici qu'on a très très bien nettoyé la 1 mois, donc c'est un peu la même chose. Sur la 1 mois, on peut voir éventuellement une incursion au 32-33, mais derrière, il n'y a plus grand chose. Donc, est-ce que ces gens-là, ils ont déjà pris profit? Est-ce que la plupart a pris profit? Est-ce que derrière, on peut imaginer que le sentiment va se détériorer? Sous-entendu, on sera beaucoup plus shorté que ce qu'on ne l'est maintenant. En tout cas, pour le moment, tous les éléments de liquidité sont en train de montrer qu'on va avoir besoin d'une respiration. Détériorer le sentiment, augmenter vous comprenez qu'une respiration ça veut dire baisser le prix, du coup vous détériorez le sentiment, plus de shorters, vous augmentez la demande au spot, plus de gens qui veulent acheter par exemple la zone des 25, et puis vous avez toutes les conditions réunies qui sont à nouveau réunies pour derrière remonter. C'est comme ça qu'on crée un rallye, c'est comme ça qu'on a créé ce rallye depuis les 15 000 $, tout simplement parce que dès qu'on baisse, le sentiment se détériore, et ainsi. Enfin, vous avez compris les mécanismes, j'imagine, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Ici, derrière, Ethereum qui nous dit qu'il peut venir faire cette incursion autour des 2000 $, et pardon, là, on regardait la 12 heures, donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que, effectivement, moi, j'ai noté que Ethereum était pas mal longué sur la structure, et vous voyez que c'est le cas. Par contre, vous voyez également que dans les dernières heures, eh bien, iBlock nous dit qu'il y a également du short en face. Mais plus longué que shorté quand même, j'ai l'impression, sur les 12 dernières heures. Ethereum, la structure en weekly, on n'a pas attaqué cette poche, là où Bitcoin l'a fait. Bitcoin est venu prendre au-delà de sa structure. Ethereum, pour le moment, bloque sur les 1920 et n'arrive pas à aller à 2000 et quelques. Vous voyez ici une poche de liquidité à venir prendre à 2100, donc personnellement je serais défendeur d'une idée d'un Ethereum qui surperforme BTC dans les quelques prochains jours, peut-être un BTC qui éventuellement latéralise là où Ethereum vient chercher au-dessus de sa structure. C'est une possibilité. En tout cas, au niveau chartiste, c'est ce qu'on peut voir. Également, vous le voyez ici, la zone des 2100 sur la 1 month, alors que BTC est quasiment tout en haut de sa zone ici, c'est un petit peu la même chose. Sur la 1 mois, Ethereum n'est pas venu, et il est extrêmement proche ici de venir le faire. Il ne veut pas le faire pour le moment. Est-ce que c'est très bien défendu? Est-ce qu'il y a des gens qui shortent Ethereum et qui arrivent à défendre ce prix-là? Ou alors est-ce que tout simplement Ethereum va faire le mouvement en retard, sous-entendu après BTC? Ici, vous voyez que BTC est passé au-dessus de sa structure, Ethereum ne l'a pas fait. On va terminer avec les toutes petite structure. On était parti tout à l'heure de la 1 heure. On va regarder la 15 minutes. Est-ce qu'on a des choses à voir sur la 15 minutes? Oui, on est sur une structure potentiellement haussière ici. On aura la confirmation que la structure devient baissière si on perd ici ce plus bas.
Sous-entendu structure haussière, vous comprenez, c'est des hauts et des bas successifs plus hauts les uns que les autres. Si jamais on perd effectivement la 1 heure et qu'on enfonce ici ce point-là, qui est la ligne rouge ici que vous voyez là, et bien à ce moment-là, on a la confirmation que la structure se retourne. Ou en tout cas, on a une bonne idée que la structure est éventuellement en train de se retourner. Se retourner en 15 minutes, on peut regarder du bruit aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait rebondir en bas du flag et venir le casser derrière si jamais tout ceci est un flag. Sur la 5 minutes, on est sur une structure, vous le voyez ici, baissière, donc ça c'est plutôt bon. Enfin, plutôt bon. Au sens, quand je dis la structure est plutôt bonne, non, une structure baissière, c'est pas plutôt bon, c'est pas ce que je veux dire. Mais sous-entendu, en tout cas, ce que je veux dire en termes plutôt bon, c'est on a ici des signaux comme ces trends-là, etc., que cette structure peut éventuellement s'aplatir. En tout cas, ce qui est plutôt bon ici, c'est en termes chartistes, voilà, c'est ça. Vous avez ici une forme de biseau. Si jamais on arrive à le péter, à ce moment-là, c'est retour en haut du biseau, c'est-à-dire retour aux 31 000. Et puis derrière, on verra comment tout ça se construit. Un biseau qui est en haut un biseau qui est en haut d'un mât, parfois. Alors moi, c'est pas mon cas, mais vous avez des gens qui considèrent que c'est un fanion haussier. Sous-entendu, ils prennent la target comme étant, tout simplement, je retourne au point de cassure ici. J'envoie sur le point de cassure, et là, ça nous donnera une target légèrement supérieure. Voilà pour les petites structures sur BTC. Les niveaux. Qu'est-ce qu'on attaque ici? Vous voyez qu'on commence à attaquer d'une certaine manière un ancien support. Hein. Ici, là, on est en train de commencer à défoncer. Alors, c'est pas un 5 minutes, c'est peut-être un 1 heure. Regardez ça. Oui, c'est un 1 heure et en fait, il n'est pas perdu. Autant pour moi. Vous voyez ici que ça mèche pendant la dernière heure. Il a commencé à être attaqué effectivement, mais pour l'instant, le niveau tient tout à fait. Vous comprenez ici que on peut mécher sous un niveau. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est clôturer et ouvrir une bougie entière, c'est-à-dire faire un corps de bougie entier en dessous de ce niveau. À ce moment-là, on considère qu'il est perdu. Bien évidemment, quand vous considérez qu'il est perdu, il faut aller dans la bonne time frame. Vous voyez que quand j'ai regardé la 5 minutes, eh bien ce niveau était perdu. Et là, en allant voir la 1 heure, donc ceci est un niveau 1 heure, théoriquement, il faudrait le labeller 1 heure. En tout cas, en price action, on fait comme ça. En price action, on fait comme ça, on connaît la time frame ici sur le côté, et ça, en l'occurrence, je sais que c'est une daily. Donc voilà, donc ce niveau n'est pas perdu, non, la trend n'est pas perdue également, vous voyez que la trend c'est une 1 heure, elle est jaune aussi, donc voilà, écoutez, vous pouvez un petit peu ici avoir des idées, si on perd la trend, en tout cas dans un premier temps, là, ça pourrait être un short éventuellement, à minima, avec une première prise de profit ici, et potentiellement, on va sous la structure, tout à fait jouable comme scénario, bien évidemment ici, avec un risk management maîtrisé, sous-entendu, bah, si on perd quand même la 1 heure, mais que derrière, on se fait défoncer comme ça, et bien à ce moment-là, on a risqué qu'une petite portion de son capital là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut tout à fait ici maintenir cette 1 heure. Hein. Quand je dis on perd la 1 heure, je parle de ça. Maintenir cette 1 heure et sortir ici de cette structure comme ça. Ça serait un peu curieux de ne pas nettoyer un petit peu plus. Sous-entendu, ici, vous le voyez, on a quelque chose qui est quand même un peu dégueulasse en termes de structure. On n'a pas réellement de parallélisme. Donc, on pourrait peut-être plutôt plancher ici sur quelque chose comme cela. Si on tient à 1 heure, encore une fois, bon, pour l'instant, c'est le cas. On n'a aucun signe que réellement ce mouvement va se retourner. Cela dit, cette structure-là, un petit peu en cuve, comme ça, elle est un petit peu bizarre. Maintenant, comment vous expliquer? C'est une structure qui n'a pas nettoyé ses longues, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ici, on a beaucoup de longues, de stop longueur qui pourraient être dans cette structure-là. On en a énormément maintenant. Petit à petit, on les accumule là. Et c'est pour ça que je vous dis attention, parce que ça peut aller plus haut, effectivement, et ça peut continuer à prendre les tops. Mais derrière, par contre, ça va très certainement venir chercher sous la structure qui est la structure actuelle. Il y a quand même d'énormes chances qu'on repasse une nouvelle fois sous les 30 000 $, et qu'on vienne prendre le pognon sous les 29,5. C'est tout à fait dans les tuyaux. C'est tout à fait quelque chose qui est complètement jouable de se dire qu'il va y avoir une mèche sous la structure, et personnellement, donc du coup, ça veut pas dire fermez vos trades, etc., et ceci, cela, ça veut dire verrouillez-vous peut-être un peu plus haut, hein, essayez de vous verrouiller par exemple sur la 1 heure ici, n'hésitez pas ici à verrouiller le trade, alors sous la 1 heure ça me paraît quand même un peu excessif, mais voilà, sous des niveaux qui sont intéressants, ne vous mettez pas pile sur les niveaux, bien évidemment. Mettez-vous très légèrement en dessous, en cas de liquidation, de cascade de liquidation, ce genre de choses. Ou alors, simplement, vous décidez, bon, bah, moi, ça me suffit, je clôture mon trade ici. Et voilà. Si, théoriquement, là, ici, votre trade, il doit déjà être rentable. En tout cas, si vous avez écouté l'idée que ici, il fallait prendre une majeure partie de profit, à savoir
quasiment 50% du trade de manière à le rendre de toute manière extrêmement rentable. Et puis derrière, vous laissez le runner courir. Personnellement, moi j'avais déjà un runner, j'étais déjà en trade depuis assez longtemps, donc j'avais déjà ici un premier runner qui courait sur un premier trade, et personnellement en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste renforcé mon trade, j'ai pris en plus, parce que ici la structure m'inspirait bien, j'ai pris en plus ici cette petite poussée là, j'ai pris une partie ici de profit assez importante également, et là j'ai toujours mon runner, sauf que mon runner est plus important, et que mon runner est plus gratuit entre guillemets, c'est-à-dire que je peux me permettre un risque supérieur. En ayant pris des risques par le passé, je peux me permettre de laisser courir un runner plus important. Donc personnellement, moi, là, à ce stade, eh bien, mon stop est quelque part autour des 29,8, je crois. Légèrement au-dessus, ouais, par là, je crois. Est-ce qu'il s'agit de le bouger? Oui, peut-être. Je vais peut-être le bouger. Oui, je vais peut-être le bouger un petit peu plus haut. Je sais pas encore. Il faut que je décide de ça. Mais au moins, si on fait même juste une mèche, c'est pas grave. Je serai sorti. Ça va dépendre, je pense, de ma disponibilité devant l'écran, notamment cet après-midi et ce soir. Auquel cas, je laisse comme ça. Et puis c'est pas grave, c'est très bien. De toute façon, moi, j'ai déjà fait un super mois, donc je suis très très content. Donc aucun problème de ce côté-là. Je vais vous laisser là-dessus, je parle beaucoup, des fois je m'emballe, mais il y a un moment où il faut arrêter parce que ça fait des vidéos quand même relativement longues. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question à la con du jour, elle va être sur... Attendez, je mets en pause parce que j'ai pas du tout préparé ça. Allez, une question assez bateau, mais qui finalement, je trouve, est relativement intéressante. Si vous aviez la possibilité de remonter le temps, quel serait le conseil que vous donneriez à votre vous plus jeune? Donc voilà, c'est une question que je trouve intéressante à poser de temps en temps. Elle permet d'approfondir la conversation. Et voilà, donc ça sera la question du moment. Pour le moment, voilà, vous comprenez également qu'on est ici à l'attaque d'un point majeur, et ça je vous l'ai déjà dit, mais pour moi voilà, ici on a quelque chose, éventuellement une résolution à attendre à la fois de cette daily et à la fois de l'attaque de ce creux là, double bottom qui est ici, et qui soit enfonce, soit tout simplement vient chercher plus haut. Target de ce double bottom, si on prend vraiment la structure encore une fois en entier ici, qui pour le moment n'est pas atteinte, puisqu'elle nous donnerait les 31 137. Donc on va avoir la résolution de tout ça rapidement. Est-ce qu'on va à la target ici à minima? Est-ce qu'on tient cette 1 heure? Est-ce qu'on clôture dessous? Est-ce qu'on clôture sous ce niveau-là en 1 heure? C'est vraiment ça pour moi ici qui me paraît intéressant à regarder. Et à partir de là, éventuellement faire évoluer son stop loss en fonction. Encore une fois, théoriquement, vous devriez ici, si jamais, enfin je dis pas d'ailleurs même qu'il faut suivre ce que je dis ou quoi que ce soit, mais d'une certaine manière, si vous êtes rentré ici dans cette zone, vous devez avoir remonté votre stop loss et ne pas vous exposer tout simplement à un retour en zone de rechargement ici dans la zone des 29,7. Théoriquement, vous devez, votre trade ici, il doit être quelque part soit dans la structure, soit légèrement en dessous, soit éventuellement même sur ce point-là qui pourrait être intéressant, à savoir les 29 000 $. Vous voyez qu'ici, il y a un creux, même je le mettrai moi ici, hein, donc sur le niveau bleu que je vous mets là, où ça peut être un endroit intéressant de mettre son stop loss juste en dessous. Tout dépendra ici de votre aversion au risque, votre capacité à prendre des risques, etc. Encore une fois, vous voyez que cette traîne, on peut la tirer un peu plus loin. Et voilà. Sur le point également intéressant qui pourrait être, du coup je termine l'analyse là-dessus, et le point intéressant qui pourrait être ici mis en avant, ça serait un potentiel biseau ascendant comme ceci, où on tient la structure et on vient chercher quelque part la target jusque là, comme ça. Ça, c'est une possibilité qui existe, c'est-à-dire on diverge tout au long de ce biseau se forme, c'est une structure qui n'est pas impulsive, et qui donc du coup nous donnerait derrière un drop assez conséquent, à savoir à minima pour le coup venir rechercher derrière. Personnellement, c'est ce que j'ai envie de jouer sur cette structure là, c'est-à-dire venir chercher à minima donc les 33,4. On a une target ici supérieure à 34,7, mais bien entendu ici, si vous rentrez sur ce type de choses, il faut faire évoluer petit à petit votre stop loss au cas où ça dévisse, au cas où ça mèche, au cas où ça parte en dessous, et bien à ce moment là vous êtes déjà quand même relativement protégé. Ici 1, 2, 3, une 4 et une 5, pourquoi pas. D'ailleurs je vais laisser
Merde, je vais remettre tout ça. Je peux pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est une possibilité également qui existe, et personnellement, moi, c'est le coup que j'ai envie de jouer, c'est-à-dire, bon, effectivement, la liquidité me dit qu'on va baisser, mais je reste dans la structure pour essayer de jouer un éventuel up en divergence et essayer de taper ma target initiale, qui était celle sur laquelle je suis rentré, notamment sur laquelle j'ai renforcé mon trade, et bien, quand on était dans cette structure-là, qui était une structure plutôt jolie. Cette structure-là est également plutôt jolie. Attention, si on vient faire le flag, ça c'est une première chose, ça voudra dire grosse déviation sous le biseau, du coup, voilà, c'est ici qu'il faut essayer de la jouer un petit peu ceinture bretelle. Encore une fois, vous avez ce niveau-là qui est intéressant, mais si on va en bas du flag ici, on viendra probablement le chercher. Donc nettoyer une partie de ce qui s'est passé au-dessus de la structure. On a ici pour moi 2 stop shorter et on a quand même pas mal de stop longueur et pas mal de liquidité en dessous. Donc il faut bien évidemment faire extrêmement attention. On a parlé de divergence, autant aller voir. Bah là on n'a pas de nouveau plus haut, donc finalement on l'a traité dans la vidéo d'hier. On pourrait regarder sur des time frames éventuellement plus petites. Est-ce qu'on diverge par exemple entre là et là? Non, pas du tout, ça n'est pas le cas, en tout cas pas en 1 heure. En 2 heures, non plus. Donc du coup, la seule divergence qu'on ait pour le moment, c'est une 4 heures, et vous voyez qu'elle est ici, entre ce point-là et ce point-là. Je fais un plus haut sur le prix, je fais un plus bas sur le RSI. Ça sous-entend que le mouvement perd un peu de sa superbe. Donc attention à ça, on peut diverger en 4 heures encore une fois pendant longtemps. Ici, moi j'aurais tendance à jouer une structure plus importante, peut-être en 5. Cela dit, comme on a l'habitude de le dire sur la chaîne, ceinture bretelle, c'est beaucoup mieux que, tout simplement ne pas être rentable. Donc du coup, ici, jouer la rentabilité au maximum. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu encore une fois. Rejoignez-nous éventuellement sur le Discord. Bravo à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je suis conscient que tout n'est pas extrêmement intéressant dans les vidéos, et du coup n'hésitez pas à avancer quand c'est pas le cas, à sauter les parties qui ne vous plaisent pas. On reste là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt, ciao.